Bienvenue dans cette émission du 10 juillet 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Dans le cadre de la série consacrée au Covid non censuré, nous allons aborder aujourd'hui la question des mesures sanitaires, ou en tout cas qui nous ont été présentées comme telles. Nous avons vu lors des 5 premières émissions de cette série que le Covid-19 n'a en réalité pas été plus grave que la grippe annuelle en termes de morbidité, de létalité, de mortalité ou de surcharge des hôpitaux. Donc posons-nous la question, avons-nous déjà connu des mesures telles que celles qu'on nous a imposées depuis 2020 ? Pourtant, si elles étaient utiles et même nécessaires, on devrait les avoir vécues chaque année. Allons plus loin. S'il s'était agi d'une épidémie réellement exceptionnelle et gravissime, est-ce que c'est bel et bien ces mesures qui nous ont été imposées qui étaient prévues notamment dans les plans pandémie ? En d'autres termes, ces mesures présentées comme sanitaires correspondent-elles à la science épidémiologique et aux bonnes pratiques en la matière ? Que nous a-t-on dit depuis 3 ans ? On nous a expliqué en mars 2020 que pour faire face à l'épidémie, nous devions accepter de nous confiner pendant 15 jours pour tasser la courbe épidémique et éviter une surcharge des hôpitaux. Et qu'il fallait fermer les frontières ainsi que tous les restaurants et les commerces, sauf ceux de première nécessité. Puis, pour éviter une deuxième vague, c'est-à-dire le redémarrage de l'épidémie qui s'était estompée, qu'il fallait que nous portions des masques à journée longue pour éviter de nous contaminer les uns les autres. On a ensuite eu d'autres confinements, puis des contraintes comme consommer assis et non debout dans les bars et restaurants, puis encore les couvre-feux. Enfin, on nous a expliqué que le soi-disant vaccin permettant de ne plus être contagieux, il fallait imposer un pass sanitaire pour mettre à l'écart tous ceux qui avaient refusé l'injection génique expérimentale ou exigé des tests PCR pour prouver qu'ils n'étaient pas contagieux. Qu'en est-il réellement ? Les pandémies respiratoires virales, qui constituent une réelle menace potentielle épidémique, ont été soigneusement étudiées. La science est solide et les bonnes pratiques basées sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sont connues. Par exemple, revenant en 2006 sur la terrible épidémie de grippe espagnole, qui a sévi à travers le monde à partir de 1918, l'OMS publia un rapport contenant les conclusions suivantes. Les mesures de distanciation sociale n'ont pas arrêté ou même réduit radicalement la transmission. À Edmonton, au Canada, l'isolement et la quarantaine ont été institués, c'est-à-dire le confinement, les réunions publiques interdites, les écoles, les églises, les universités, les théâtres et autres lieux de rassemblement public fermés, et les heures d'ouverture des magasins restreintes, sans impact évident sur l'épidémie. Et donc la conclusion de cet article, l'isolement forcé et la quarantaine, le confinement, sont des mesures inefficaces et impraticables. En 2006, un article que j'ai fait connaître, écrit par quelques-uns des plus grands épidémiologistes au monde, des épidémiologistes de légende, dont Donald Henderson, l'homme qui est crédité d'avoir vaincu la variole. Mais donc, dans cet article de référence qui inspira le plan pandémie de l'OMS de 2007, renouvelé sans changement en 2019, que disent les auteurs ? Écoutons. Il n'existe pas d'observation historique ou d'études scientifiques qui soutiennent le confinement de personnes potentiellement infectées pendant de longues périodes afin de ralentir la propagation épidémique. Les conséquences négatives d'un confinement à grande échelle sont si extrêmes, confinement forcé des personnes malades avec les personnes bien portantes, restriction complète des mouvements de larges populations, difficulté d'acheminer des fournitures essentielles, des médicaments et de la nourriture aux personnes se trouvant à l'intérieur des zones de confinement, que cette mesure d'atténuation devrait être éliminée de toute considération sérieuse. Elle ne doit pas être prise en considération. Les restrictions aux voyages, telles que la fermeture des aéroports et le contrôle des voyageurs aux frontières, ont toujours été inefficaces.
Le groupe de rédaction de l'OMS a conclu que le contrôle et la mise en quarantaine des voyageurs entrant aux frontières internationales n'ont pas retardé de manière substantielle l'introduction du virus lors des pandémies passées. Elles seront probablement encore moins efficaces à l'ère moderne. Pendant les épidémies de grippe saisonnière, ajoutent les auteurs, les manifestations publiques auxquelles on s'attendait à assister en grand nombre ont été parfois annulées et reportées. Le but étant de réduire le nombre de contacts avec les personnes susceptibles d'être contagieuses. Il n'y a cependant aucune indication certaine que ces actions aient eu un effet significatif sur la gravité ou la durée d'une épidémie. Et en conclusion de leur article, vraiment il faut écouter ça, c'est écrit en 2006. L'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies ou à d'autres événements indésirables réagissent mieux et avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé. Une gouvernance politique et de santé publique forte pour rassurer, pas faire paniquer, pour rassurer, et garantir que les services de soins médicaux nécessaires, c'est-à-dire le traitement par les médecins généralistes des patients malades, sont des éléments essentiels. Et les auteurs concluent, c'est presque prophétique. Si l'un ou l'autre n'est pas optimal, et les deux ont été défaillants dans la gestion du Covid, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. Alors vous me direz, peut-être, ça c'était vrai en 2007, c'était vrai en 2019, mais est-ce qu'on a appris d'autres choses en cours de route qui justifieraient les mesures qui ont été prises? Alors je vous ai déjà entretenu du professeur John Ioannidis, qui est l'épidémiologiste le plus cité dans la littérature, et il a publié à l'été 2022 un article que j'ai traduit en français. Vous pouvez trouver la traduction en français sur mon propre blog ou celui de Laurent Mucchielli. Les références s'affichent à l'écran, dans lesquelles il revient avec Michaela Schippers de Rotterdam et Harry Joff d'Edmonton sur les mesures qu'ils décrivent eux-mêmes comme agressives. Ils disent pas mesures sanitaires, ils disent mesures agressives, vues d'ensemble et propositions pour l'avenir, en faisant un inventaire de leur utilité. Et voilà ce qu'ils rappellent eux aussi. Les gouvernements ont géré la crise en s'appuyant fortement sur ce qu'on appelle techniquement des interventions non pharmaceutiques, c'est-à-dire les mesures dites sanitaires, en réalité mesures de contrainte. Pourtant, relève Ioannidis et ses co-auteurs, les rapports de référence sur la gestion des pandémies de 2007 et 2019 avaient conclu à l'absence de recherche de qualité suffisante sur ces mesures de contrainte. En 2019, l'OMS rappelle l'utilisation des masques faciaux en population générale. La fermeture des frontières, les confinements et les fermetures des écoles sont considérés comme étant inefficaces. Et la Suède, qui n'a imposé aucune de ces mesures, a les meilleurs résultats de toute l'Europe. Parmi toutes les interventions mentionnées dans le rapport, seules 2 ont montré une efficacité, c'est la ventilation des locaux, renouveler l'air ambiant le plus souvent possible, et l'isolement des personnes réellement malades. Et donc dans les recommandations issues de leur article, les auteurs disent que les politiques agressives de confinement doivent être abolies si elles sont encore en vigueur et leur réadoption doit être évitée à l'avenir. Si des mesures sont nécessaires, elles doivent être non perturbatrices de la vie sociale. Ensuite, qu'il faut évaluer de manière impartiale les dommages causés par ces mesures agressives et alléger les conséquences qui seront à très long terme, tellement elles ont été brutales. Il convient bien sûr aussi d'évaluer les structures en place qui ont conduit à des politiques aussi contre-productives et chercher les moyens d'optimiser, c'est un euphémisme, la prise de décision. Et vous voyez, je ne sais pas comment le dire autrement, les meilleurs spécialistes au monde, comme Martin Kulldorff, professeur d'épidémiologie et de santé publique à Harvard, ont parlé de fiasco de santé publique, en disant que ces politiques ont été désastreuses. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas été su et pourquoi tant de gens aujourd'hui encore croient-ils le contraire? Eh bien voilà, je vous mets en dialogue 2 articles, un publié dans l'Express. Professeur Didier Pittet, infectiologue genevois engagé par Emmanuel Macron pour évaluer la politique française, a rendu un rapport dans lequel il a conclu que la gestion française de l'épidémie a été globalement assez remarquable. Alors que l'Inspection générale des affaires sociales
a produit un rapport que le gouvernement a occulté pendant des mois et des mois, c'est finalement au titre de la loi sur la transparence des données publiques qu'il a pu être publié, qui est un rapport qui accable le ministère de la Santé en parlant d'une gabegie et d'une gestion catastrophique des choses. Donc voilà, d'un côté, on a des médecins de plateau et des experts bourrés de conflits d'intérêts qui viennent expliquer que nos gouvernements ont tout bien fait et de manière assez remarquable. Et puis, on a la vraie science épidémiologique, on a les bonnes pratiques épidémiologiques, on a les bons rapports d'évaluation qui disent qu'on a été complètement à côté de la plaque en imposant des trains de mesures gravement destructeurs pour tout un ensemble de catégories de la population sans le moindre bénéfice probant. Cela doit-il poser question ? Je vous en laisse juge. À demain.